On se rend compte qu'on est en train d'emmener quelqu'un qui a priori ne verra plus jamais sa famille. Donc c'est un peu touchant, d'autant plus que le monsieur était très conscient de ce qui se passait et en même temps il arrivait encore à s'exprimer, etc. Donc c'est pas agréable d'emmener quelqu'un et de se dire que potentiellement, a priori, il ne viendra pas chez lui, quoi. Pendant la crise Covid, pour moi, c'est principalement des gardes SAMU. Il y a un petit peu de maraude quand même d'humanitaire, mais c'est vraiment beaucoup de gardes. Je fais des gardes SAMU parce que j'ai du temps, je suis étudiant. Ça m'occupe, ça me permet d'éviter de tourner en rond avec le confinement et surtout parce que c'est important et qu'en ce moment on en a besoin. Alors on fait des gardes, on va soit sur des suspicions, soit sur des personnes qui ont le Covid, donc qui sont testées positives et on les prend en charge, voir s'il y a une détresse vitale ou pas. Pendant le Covid, en fait, j'ai participé à des missions de transfert de patients, puisque j'ai la compétence de chauffeur, donc c'est quelque chose qui est relativement recherché. Donc j'ai mis cette compétence à la disposition de mon antenne pour aider à emmener des victimes, aller sur des levées de doute Covid pour voir si les personnes qu'on nous signale sont effectivement atteintes du Covid potentiellement ou pas, et le cas échéant, si la situation l'exige, les transférer aux urgences. Il y a 99% d'interventions qui sont portées sur le Covid ou sur des suspicions de Covid. Donc avec tous les équipements qu'on n'a pas habituellement pour se protéger, si on veut continuer à pouvoir faire des gardes. Et puis en plus c'est une maladie qui peut avoir des conséquences dramatiques, donc se protéger nous personnellement. Et puis si on veut continuer à être investi à la Protec, il faut encore plus aussi se protéger. Au fur et à mesure de ce qu'on voit sur les interventions, des tranches d'âge qui sont touchées, des conséquences et des dégradations qu'il peut y avoir sur certaines victimes, on se rend un peu plus compte des conséquences qu'il peut y avoir, donc forcément on fait encore plus attention. On a été obligé justement de modifier notre organisation complète, avoir moins de matériel à transporter, c'est une plus grosse désinfection également du véhicule. On ne monte plus à 5, on monte à 2 pour le coup. Donc on se retrouve 2 face à une victime qui pourrait avoir une détresse. De toute manière, à partir du moment où on intervient dessus, il faut bien être conscient qu'on peut être amené à être contaminé. Donc clairement, s'attendre à l'avoir. On a quand même conscience qu'il y a un potentiel de contamination, donc on fait particulièrement attention à se protéger, encore plus que d'habitude. Déjà en temps normal, on se protège, on porte des gants, on fait attention sur les contacts avec les victimes à ne pas se mettre en danger. Ce qui change, c'est qu'on a les interventions sont plus similaires les unes aux autres, puisque systématiquement on part sur des personnes qui sont potentiellement avec de la fièvre ou des problèmes respiratoires. Ce matin on était en garde SAMU, on est parti sur une petite dame âgée de 89 ans pour une douleur dans la poitrine. Au bilan, rien de particulièrement inquiétant, elle désaturait un petit peu, mais bon, c'était pas une douleur qui irradiait, donc on n'a pas forcément pensé à quelque chose de très grave. Sur demande du médecin du SAMU, on l'a évacuée vers l'hôpital. Moi j'étais en cellule arrière et au milieu du trajet, elle tombe inconsciente. Elle se met à gasper et du coup elle est en arrêt. Donc on s'arrête, on commence à masser et malheureusement on n'a jamais réussi à le faire repartir. Et donc c'était mon premier vrai arrêt en Protec, donc c'est pour ça que ça restera aussi. Une personne âgée qui était vraiment pas en bon état et dont toute la famille avait été infectée par le Covid parce qu'ils vivaient tous ensemble avec les enfants, les petits-enfants, la femme de la victime. Et du coup on savait a priori quand on est dans l'hôpital, les médecins avant de partir leur ont dit de dire au revoir à la personne. Et donc forcément voilà, on se rend compte qu'on est en train d'emmener quelqu'un qui a priori ne verra plus jamais sa famille avec les petits-enfants. Enfin ça allait de 6 ans à 90 ans dans l'appartement. Donc c'est un peu touchant, d'autant plus que le monsieur était très conscient de ce qui se passait et en même temps il arrivait encore à s'exprimer, etc. Donc il était attachant et du coup c'est pas agréable d'emmener quelqu'un et de se dire que potentiellement, a priori, il ne viendra pas chez lui, quoi. L'un des premiers cas que j'ai fait avec un homme marié avec ses 4 enfants en fait, nous on sentait une certaine angoisse. La mère était extrêmement angoissée et les enfants également étaient en larmes. Donc il a fallu calmer la famille, calmer les parents. On était dans les débuts du confinement et ils avaient beaucoup de mal avec ça. Et ils étaient sûrs à 100% en fait que le mari allait décéder. Ils en étaient persuadés. Voilà, donc il a fallu les calmer, les rassurer, puisqu'on parle beaucoup des morts, mais on parle pas beaucoup des personnes qui guérissent. Donc j'ai essayé de la rassurer en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas que des morts, il y a également des gens qui s'en sortent. Et ça a pu justement la calmer un petit peu. Donc elle a pu redescendre et laisser partir son mari tranquillement vers l'hôpital. Quand on a fait intervenir le SMUR parce qu'une personne était en détresse respiratoire un peu plus prononcée, oui, ça change. Le véhicule qui habituellement contient des secouristes, donc qui sert de moyen d'évacuation, de transfert et non pas de zone de soins en tant que tel,
c'est vrai que ça change. Mais c'est vrai que d'arriver aux urgences avec le médecin, etc., ça fait une sensation un petit peu différente quand même. Je pense que celle-ci, je m'en souviendrai. Je prends pas de nouvelles des victimes en général, et là, j'en ai vraiment pas pris parce que je n'ai pas envie de commencer à m'attacher à des cas. On peut se permettre de temps en temps, sur des intérêts un peu particuliers, quand on n'en fait pas 20 par jour, de prendre des petites nouvelles si on sait que ça tient à cœur de l'équipe, etc. Là, je pense que pour se protéger, c'est pour appeler à avoir que des déceptions sur déceptions, je pense que ça peut que nous miner notre morale, donc il n'y a pas de réel intérêt, quoi. Enfin, chaque personne peut vivre le stress ou la fatigue de manière différente, donc il faut quand même faire attention, justement, parce qu'on amène plein de personnes à l'hôpital en sachant que potentiellement ils n'en ressortiront pas. Il faut quand même connaître un petit peu les gens avec qui on est amené à tourner pour être sûr qu'on soit tous dans le même état d'esprit, qu'il reste quand même du bénévolat. Maintenant, il y a certains équipés secouristes, effectivement, qui peuvent ressentir une certaine gêne, un certain mal-être, une certaine peur, une certaine angoisse. Il suffit simplement, justement, qu'ils le disent, ou que moi, justement, je puisse le constater assez rapidement, pour éviter que la victime en pâtisse. Effectivement, l'équipé secouriste reste une priorité, parce que sans lui, moi, je n'avance pas. Mais je n'ai pas envie que son angoisse, elle augmente. Donc c'est essayer de gérer au mieux cette angoisse-là. Je porte les couleurs l'orange et bleu avec beaucoup de fierté et je partage les infos sur les réseaux sociaux, j'en parle autour de moi. J'ai relayé l'appel aux dons puisque c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'on ait besoin de faire un appel aux dons. Habituellement on est autofinancé. Là on a besoin, vu les circonstances actuelles, d'un renfort financier pour nous aider à assurer nos missions. Donc oui, très fière. C'est pour ça qu'on essaie de... en tout cas, on a forcément à cœur de faire les choses bien, parce qu'on est bénévole, donc on n'est pas obligé de le faire. C'est pas notre métier en soi. Là, on est là parce qu'on a envie de l'être, donc on n'a pas de raison d'être mauvais, ou en tout cas dans un mauvais état d'esprit. Je suis très content d'être au sein de cette association qui grandit tous les jours, qui montre tous les jours qu'elle est capable d'avancer malgré les difficultés qu'elle peut avoir, qui montre également un bien-être auprès des secouristes. Il y a des hauts, il y a des bas, comme partout, comme pour tout le monde. On a rencontré des cons, tout comme on a rencontré des gens bien. Et rien que pour les gens bien, ça donne envie de continuer.